c'est que quand on se le met à dos, on a peur. Je vais parler de moi, du coup. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé si j'ai un petit peu moins d'énergie aujourd'hui, je suis malade. Vous connaissez les hommes quand ils sont malades, c'est la fin du monde, c'est mon cas. Voilà. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse où hier je vous sortis la deuxième partie sur Jeffrey Epstein. Allez lui donner de la force. Elle a été strike à cause des cris de l'enfant. Je sais pas si vous vous souvenez. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Enfin, je vais essayer. On va commencer par le procès de Naps. On savait que c'était attendu. La sentence est tombée et le rappeur a été condamné à 7 ans de prison. Le rappeur Naps, de son vrai nom Nabil Bourobza, vient d'être condamné à 7 ans de prison pour viol. Que s'est-il passé ? 1er octobre 2021, la victime, accompagnée de 2 amis, rencontre l'artiste âgé aujourd'hui de 40 ans dans une boîte parisienne. Sur place, le groupe consomme de l'alcool, du cannabis et du protoxyde d'azote. Vers 6h30, Naps et les 3 jeunes femmes se rendent dans une chambre d'hôtel située près de Gare de Lyon. Sans se dévêtir, tous se couchent dans le même lit. Alors que pour le rappeur, tous les signaux étaient au vert, la victime qui était dans les vapes affirme avoir été réveillé par la pénétration, sans préservatif, explique avoir été tétanisé. Un médecin légiste a constaté des lésions au niveau de son hymen. Durant son procès, Naps, qui a nié les faits, a déclaré que jamais de la vie ça ne lui viendrait à l'idée d'avoir un rapport avec une personne endormie. Les 2 autres jeunes femmes affirment que la victime dormait au moment où Naps l'a violée. L'accusé a toujours la possibilité de faire appel de cette décision. En parallèle, Naps a également été mis en examen en juillet 2024 dans le Var pour viol et agression sexuelle à la suite des plaintes de 3 jeunes femmes, des accusations qu'il conteste également. En novembre 2024, il avait publié sur ses réseaux sociaux un communiqué, depuis supprimé, dans lequel il se disait tarpin serein quant à ses accusations. Une décision évidemment que son avocat ne comprend pas. Il y a quand même un truc qui me chagrine dans ce dossier, alors qu'il ait été condamné parce qu'il est coupable, normal, jusque-là il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que quand c'est un rappeur, la condamnation elle tombe. Quand c'est des puissants, des politiques, etc., c'est plus dur à condamner. Moi, Bon, mon client Naps m'a évidemment donné pour instruction d'interjeter un tel de cette décision qu'il ne comprend pas, qu'on ne comprend pas. Vous avez assisté au débat pendant 4 jours. Vous avez des témoins qui viennent s'effondrer à la barre en vous disant qu'on a menti depuis le départ. Vous avez Naps qui est resté constant dans ses déclarations tout le long de la procédure, avec une victime, avec une plaignante qui n'a cessé d'avoir des versions évolutives pendant toute la procédure. Vous avez une avocate générale qui ne demande même pas à ce que M. Boukobza, que la décision soit assortie d'un mandat d'arrêt, d'un mandat de dépôt, sans exécution provisoire. Et aujourd'hui, la Cour a décidé tout le contraire. Donc, évidemment qu'on va faire appel. Il conteste catégoriquement les faits qui lui ont été reprochés pendant toute la procédure. Il a rappelé, il a été constant sur ce point-là. Et aujourd'hui, évidemment, la décision est incompréhensible. Donc, dans ces conditions-là, on va évidemment interjeter appel de la décision. comment il a réagi, votre client, quand il a pris la décision ? Bon, je ne ferai pas d'autres déclarations. Je pense que vous étiez tous présents ici. Vous avez vu la déception dans le visage de tout le monde, à commencer par la défense. La défense ne comprend pas. Voilà, c'est l'aléa judiciaire. Il y a des magistrats qui ont décidé de prendre une décision avec une certaine sévérité. C'est leur responsabilité. Voilà, la défense s'inscrit totalement en désaccord avec l'analyse qu'a pu avoir la Cour sur la déclaration de culpabilité. Il y a une question essentielle qui a été posée à la Cour sur l'élément intentionnel. La Cour a lu la feuille de motivation, pas un seul mot sur l'élément intentionnel. Pas un seul mot. Est-ce que Naps a eu l'intention d'imposer un rapport sexuel à la plaignante? La question lui a été posée par la défense à plusieurs reprises. Et pour caractériser l'infraction pour laquelle M. Boukobza était poursuivi et jugé, il fallait faire la démonstration que l'élément intentionnel était acquis. Ça n'a pas été fait par la juridiction lors de l'annonce et de la lecture
de la feuille de motivation. Donc évidemment qu'on va faire appel, évidemment qu'il y aura un nouveau procès. Je vous remercie. Merci beaucoup. En parlant de procès, on va revenir à l'affaire de Quentin. Alors, d'ailleurs, la dernière fois, il y a des commentaires qui m'ont fait... J'ai dit petit Quentin. Des gens qui m'ont dit oui, t'es orienté. Les amis, si vous n'avez pas compris que sur cette chaîne, il n'y a aucune orientation politique, je peux rien faire pour vous. Soit vous n'avez pas d'oreille, soit il vous manque quelque chose là-haut. Il n'y a aucune orientation. Petit Quentin, je suis désolé, je vais avoir 38 ans, il en a 23. Pour moi, c'est un petit. Voilà, il n'y a rien de méchant. Bon, bref. En tout cas, 7 suspects ont été mis en examen pour homicide volontaire et complicité. Sur ces images, 7 suspects quittent le commissariat de Lyon avant d'être présentés à un juge d'instruction. Tous seront mis en examen et sont donc suspectés d'être directement impliqués dans la mort de Quentin Derenque. Parmi eux, Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député La France Insoumise Raphaël Arnaud, mis en examen et placé en détention provisoire pour complicité de meurtre par instigation. Il confirme qu'effectivement, M. Favreau n'a pas donné de coup direct susceptible d'avoir causé le décès de M. Derenque. 6 autres suspects ont été mis en examen pour homicide volontaire, dont 5 ont été placés en détention provisoire. Parmi eux, Alexis C., déjà connu des services de police, est mis en examen en 2024 à la suite d'une agression antisémite contre un adolescent. Côté police, l'enquête se poursuit. L'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile. Et à ce jour d'ailleurs, il reste plusieurs personnes à identifier. Les 7 suspects mis en examen encourent chacun jusqu'à 30 ans de prison. L'avocat des parents de Quentin Derenque réclame une qualification plus élevée. L'association de malfaiteurs qui est retenue à ce stade par le procureur de la République, c'est un premier pas. Mais nous souhaitons effectivement que cette qualification de bande organisée, elle soit retenue, raison pour laquelle nous avons déposé plainte pour meurtre en bande organisée. Sur les 11 personnes interpellées depuis la mort de Quentin, 4 d'entre elles, suspectées de recel de malfaiteurs, ont été remises en liberté hier. International, maintenant, on sait que Donald, il est en tempête émotionnelle depuis quelques temps. Il avait mis des droits de douane au monde entier. Ça dépendait un petit peu des pays à la tête du client, on va dire. Sauf que là, la Cour suprême américaine a jugé illégale une partie des droits de douane et Donald, il l'a mal pris. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis 10% au monde entier. La Cour suprême a dit que je ne pouvais même pas taxer $1. Même pas $1. Et ils auraient même pu dire 1 centime, mais on n'utilise plus la pièce de 1 centime. Ils ont dit que je ne pouvais pas taxer un seul $. Probablement ça a été fait pour protéger les autres pays, mais pas les États-Unis d'Amérique en tout cas. Alors que c'est ce pays-là qu'ils devraient protéger. Mais je peux mettre fin aux relations commerciales avec un pays par contre. Je peux même imposer un embargo. Je peux faire tout ce que je veux, mais je ne peux pas taxer $1 de droits de douane. Je peux faire ce que je veux à ces autres pays, mais pas les taxer. Je peux détruire un pays, mais je ne peux même pas lui imposer une petite taxe de 2 centimes. Je ne peux pas. Pensez-y, c'est ridicule. Je peux mettre en place un embargo, je peux leur dire qu'ils ne peuvent pas commercer avec les États-Unis, je peux dire qu'ils ne peuvent rien faire, mais je ne peux pas leur imposer $10 de droits de douane. C'est une mauvaise décision. Est-ce que Sarah Salman ne serait pas en train de faire une remontada dans l'opinion publique? Écoutez ses propos concernant Jeffrey Epstein. Je suis 100% d'accord avec elle. Je regardais les rebondissements dans l'affaire Epstein parce que on a l'impression qu'il y en a tous les jours et maintenant ils ont mis une boîte mail accessible au grand public, donc c'est toujours intéressant. Et je vais vous donner mon sentiment. Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et si ça se trouve je me fais une parano pour rien. Mais je trouve qu'en France, on est quand même extrêmement précautionneux sur le sujet. Alors c'est bien, c'est positif, mais on fait pas vraiment, je trouve, toutes les investigations nécessaires. Je trouve qu'on est un peu mou. Alors que pourtant, Jeffrey Epstein possédait un appartement dans le 16e arrondissement de Paris, donc il y a un lien avec la France, et on aurait tout intérêt à savoir qui sont les hommes impliqués. Alors il y a peut-être des femmes, mais bon, majoritairement ce sont des hommes, je pense qu'on peut le dire. Moi, ça m'intéresse de savoir qui s'est comporté salement. Ça m'intéresse. Donc je trouve qu'on est un peu mou sur le sujet. Par exemple, il n'y aura pas de commission d'enquête à l'Assemblée nationale, alors qu'il y en a un peu sur tout et rien.
Voilà, donc c'était simplement un ressenti. Je me dis, est-ce que cette affaire va passer à la trappe et finalement, il y en a vraiment que ça arrange, que ça ne se sache pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur les réseaux, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné. Il y a une femme qui a filmé un agent de sécurité incendie qui la réprimande parce qu'elle n'avait pas un comportement, elle et ses enfants, adaptés pour le service dans lequel ils étaient. Apparemment, c'était en pédiatrie. Et donc, ce monsieur lui a fait la morale à très juste titre. Et elle a trouvé ça bon de filmer et de poster sur internet. Elle s'est faite littéralement détruire. Sécurité incendie, je suis là pour le bien-être Vous pouvez des répéter autres. si vous venez de me dire, s'il vous plaît. Je suis là pour le bien-être des autres. Oui, vous pouvez me répéter. Et vous ne contrôlez pas vos enfants, vous êtes irrespectueuse avec les autres, madame. Filmez-moi, je ne fais que mon travail. Oui. Je vous dis de vous calmer, c'est tout. Et Vous vos me enfants calmez. n'ont pas à jouer avec Moi, ça. je suis hyper calme. Enfin, vous parlez de quoi? Madame, ce ne sont pas mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants, on est d'accord. Mes enfants, moi, comment vous dire, je les éduque. Je vous promets, j'éduque mes enfants. C'est pas facile, hein. C'est pas facile tous les jours, mais j'éduque mes enfants. Les enfants ne font jamais du bruit ici la nuit. Ça, je vous dis, j'ai des enfants qui sont jeunes. Mes enfants, J'ai un enfant qui ils a 2 étaient ans. chassés dehors du service de pédiatrie. Madame, pour quelle raison? Répétez, parce que vous filmez. Filmez-vous aussi. Filmez-nous tous les deux. Oui, ça va être Mais sur pourquoi? YouTube dans 2 secondes. Oui, mais pourquoi votre enfant, pourquoi vous avez été exclu de la pédiatrie? Dites-le. Parce que vos enfants sont incontrôlables. Et pourquoi ils sont incontrôlables? Parce que vous ne faites pas votre travail. Voilà. Et c'est pour autant aussi, en même temps je vous l'explique, hein, est-ce que c'est normal qu'ils font autant de bruit dans un service où il y a des enfants qui sont malades, qui sont en traitement, des parents qui sont dans la peine, et pour vous, il n'y a pas de problème. Vous trouvez ça légitime, en fait, qu'on vous exclue pas, parce que vous ne contrôlez pas vos enfants? C'est bien malheureux, c'est mignon comme tout, attention. Ils sont adorables. Mais c'est à vous, et vous êtes ses parents, hein. Vous êtes sa mère. D'accord? Rigolez comme une bête, mais vous êtes vraiment une ignote. Vraiment ignote. Et mettez sur YouTube, et je suis fan. Et je regarde les histoires pour la voir. Je peux avoir votre prénom et votre nom? Jean-Jacques Goldman. Je peux avoir votre prénom, Jean-Jacques Goldman? Pépite. Sur le plateau de TBT9, il y a eu un débat houleux, un petit clash entre Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie, et Mathieu Delormeau. 1, t'as pas d'enfant. Et 2, t'as jamais été très riche. Et 3, je suis pas sûr que tu travailles beaucoup. T'as bien fait de venir. Alors, parce que, attends, Karl Marx, excuse-moi, moi, je Quand tu parles de riche, je pense qu'il parle de très riche. Je parle de très riche. Ouais. Des trucs que tu sais même pas où c'est. Ouais. Même moi, je sais pas où c'est, et pourtant, je l'ai vu de très près. J'entends mon chou. Moi, j'ai travaillé de 9h à 22h pendant 15 ans hein, pour faire ma fortune. Bah, c'est bien. Bah voilà, donc tu n'as pas beaucoup travaillé. Bon, l'argent, c'est fabuleux juste pour faire plaisir à ceux qu'on aime. Mais c'est tout. Et si toi, au nom de tes idéologies karl-marxiennes, tu ne vas pas donner une Porsche à ton fils parce que il faut que tu travailles. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux lui apprendre le goût du travail. Moi, mes mômes, ils travaillent tous. Ils gagnent tous leur vie en fonction de leur salaire. Ils se logent tous en fonction de leur salaire. Mais quand j'ai envie de leur faire plaisir, je leur fais plaisir à la hauteur de mes moyens. Pas à la hauteur de leurs moyens. Mais sinon, c'est plus un plaisir. Là, tu vis dans le monde de oui-oui. Quand tu dis, je veux offrir une monde Porsche à de oui-oui, mon fils, mais je vais lui expliquer que, attention, ce que tu as, c'est exceptionnel. Hein, normalement, personne ne l'a. Non, mais ça ne va rien dire. c'est des valeurs. L'éducation, c'est pas sur un jour. C'est sur toute une vie. Mais peu importe. Donc, quand tu enseignes dès le début à tes enfants que c'est super, il y a de l'oseille, papa, machin, mais c'est pas la vie. C'est pas la vie. S'il va bosser dans un McDo pour 1200 balles. Mais il s'en battra les couilles, ça fera plaisir à ses potes. Il les fera venir. Mais justement parce qu'il lui a apporté ses valeurs. Ses valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est pas l'argent. L'argent, c'est juste un plaisir momentané, spontané. Mais ça vient avec. Ne mets pas en opposition le travail et l'argent. Ben oui. Ne les mets pas en On opposition. n'a pas la chance tous de faire de la télé. Hein. Tu es en train de dire, ouais, c'est soit tu travailles, soit tu es un Non, petit je con. dis que tu perds les valeurs. Mais forcément, non. tu perds les valeurs du réel. Quand tu donnes à un gamin 200 000 balles pour une bagnole, une montre à 300 000, forcément, tu sors du réel. Bah non, mais c'est moi, tu m'as dit tout à l'heure, t'as jamais bossé, t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est. T'as des enfants? On s'est vu une fois dans nos vies. T'as des enfants? Non. T'es milliardaire? Non. Bon, il reste plus que 3 ans. On parlera de ce sujet très précisément, on parlera de ce sujet un petit peu plus longuement, précisément mardi, mais sachez messieurs dames que Magali Berda a saisi un petit peu plus de 40 millions d'euros à Booba à titre conservatoire.
Booba, visé par une saisie de 40 millions d'euros après les accusations de Magali Berda, on te dit tout. Depuis quelques années, Booba est devenu une figure incontournable et souvent redoutée du réseau social X, où il s'en prend régulièrement à différentes personnalités publiques. Parmi ses premières victimes, les influenceurs et leur célèbre agente Magali Berda. En 2022, le rappeur avait en effet lancé une véritable croisade contre les influvoleurs afin de mettre en lumière certaines de leurs pratiques commerciales douteuses. S'en était alors suivi une véritable bataille judiciaire entre Magali Berda et Booba, portant plainte l'un contre l'autre pour harcèlement et diffamation, ce qui avait notamment conduit à la mise en examen du rappeur en 2023. Et ce jeudi 19 février, leur conflit judiciaire a franchi un nouveau cap. Accusant Booba de cyberharcèlement et estimant que ces attaques ont causé un important préjudice financier à sa société Shona Events, Magali Berda a obtenu la saisie de plus de 40 millions d'euros sur les comptes du rappeur, ainsi que sur ses droits d'auteur. Une mesure provisoire destinée à bloquer cette somme dans l'attente du jugement définitif. La nouvelle, qui est intervenue seulement quelques heures après la disparition soudaine de Booba du réseau social X, n'a ainsi pas manqué d'alimenter les spéculations sur les raisons de son départ. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à la chute et à la fin d'Aquababe? Messieurs, dames, il a désactivé son compte Instagram, notamment. Apparemment, enfin, c'est des spéculations, mais certains pensent qu'il a peur d'une vague de désabonnements. On va commencer avec Jérém Star qui réagit à l'affaire Maysan Aquababe. Vous êtes nombreux à me demander de réagir aux propos de Maysan, qui est donc une candidate de télé-réalité qui a décidé d'attaquer en justice le même cyberagresseur que moi, c'est-à-dire Anis Zitouni. Elle n'est évidemment pas la seule, puisque je pense qu'il est quand même visé par un certain nombre de plaintes. Comme vous le savez, moi, Anis Zitouni, je vous l'ai déjà expliqué, la justice fait toujours son travail, mais je l'ai déjà fait condamner dans un premier procès pour diffamation et injure publique à raison de mon orientation sexuelle à 14 000 €, somme qu'il n'a toujours pas payée, alors qu'on le voit pourtant se vanter de tout l'argent qu'il gagne et compagnie sur les réseaux sociaux. J'ai lancé une autre procédure pour les faits de harcèlement étendus dans le temps, donc à mon égard. Évidemment, j'apporte mon soutien à toute personne étant victime de ce cyberagresseur qui est le mien et contre qui, évidemment, je mène une bataille judiciaire. Maintenant, je suis pas au courant de leurs histoires précisément. Comme l'explique effectivement Maysan sur le fait qu'il soit, je sais plus ce qu'elle disait précisément, a priori dangereux ou quoi sur les réseaux sociaux, et elle le connaît mieux que moi, elle le fréquentait visiblement avant, mais je pense que oui, ce genre de personnes qui sont multi-condamnées devraient avoir évidemment une interdiction d'exercer sur les réseaux sociaux et de pousser les gens à bout, parce qu'apparemment Maysan a vraiment vécu des moments terribles. Maysan quand même parlait d'avoir eu envie, je crois, d'en finir. C'est dramatique. Je pense que la justice va réellement le considérer comme un récidiviste, et c'est le cas, puisque non seulement il n'a pas, en tout cas dans mon dossier à moi, payé les sommes pour lesquelles il a été condamné, mais au-delà de ça, il récidive en commettant de nouveaux délits sur Internet, et ça, ouais, ça n'est plus possible. C'est une personne en plus qui va attaquer en justice bien le même cyberagresseur que moi, et évidemment je ne peux qu'apporter mon soutien aux victimes de cette personne. Alors si aujourd'hui ça pète un petit peu, ça a pris du temps, et en fait ce qui se passe, c'est que le milieu des influenceurs, télé-réalité, gossip, tout ça avait peur d'Aquababe. C'est Anouchka, c'est une des chroniqueuses, je crois, de Samzira, qui l'a expliqué sur Aja. Je vous la fais sans langue de bois. Grosso modo, chacun va balancer des dossiers sur d'autres, mais au bout d'un moment, il y a des dossiers sur soi qui va sortir. Aquababe a tous les dossiers sur tout le monde, et du coup, les gens flippent. Mais il y a une chose qui est vraie par rapport à Aquababe, et je pense qu'il le sait, ou s'il le sait pas, il peut me débloquer pour me donner son avis, c'est que quand on se met à dos, on a peur. Je vais parler de moi, du coup, mais c'est vrai que la semaine passée, quand il m'est tombé dessus, parce qu'effectivement, j'ai fait une erreur sur ce plateau d'affirmer quelque chose sans le mettre au conditionnel, et non, je dis pas ça parce que j'ai peur, je dis ça parce que j'ai fait une erreur, il faut le reconnaître. J'aurais pas dû affirmer les choses que j'ai dit au présent, j'aurais dû dire, il avait l'air, voilà, et il s'est énervé contre moi, et ce que j'ai compris, parce que je lui ai dit, je comprends que tu sois énervé, effectivement, la formulation était pas bonne. Mais quand il m'a bloqué, il m'a dit, je vais appeler Sam, j'ai eu mal au ventre pendant 2 jours. Oh, réglez vos histoires entre vous. Non, mais c'est pas ce que je te dis, mais par rapport, pour rebondir quand même sur Maysan, qui est le sujet, c'est que je pense qu'on est pas mal de candidates
et de dans le milieu, candidats. tu sais, on se connaît tous. J'imagine que pour Maïsan, ça doit être pire parce que si elle a déjà balancé des trucs à Aquababe, C'est ça. là, elle doit être encore plus. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle regarde avec sa conscience. Aquababe et Maïsan sortent du sujet. Dans le sens qu'en fait, la problématique maintenant devient Aquababe qui sort en information. Alors qu'on sait très bien qu'Aquababe, il a toujours fait ça. Je trouve, moi perso, le problème, c'est l'importance que donne à quelque chose qui en soi n'existe même pas parce que c'était pas en tromperie et l'état d'esprit des Maïsan envers Emine. C'est ça que ça me perturbe à moi. C'est ça. Parce que lui, tu vois, et en plus, ils vont toucher dans le personnel. Tes addictions, mes addictions, on parle en ce qui concerne Maïsan. Enfin, je trouve ça bête. On tombe dans des pics personnels qui n'ont rien à voir avec l'information. Après, il ne faut pas perdre non plus l'histoire de vue. Celle qui se retrouve au milieu de tout ça, c'est aussi Maïsan. Oui. Tu vois, Maïsan, par rapport à des histoires personnelles, au moment où elle n'était pas véritablement en couple avec Emine, donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Exactement. Et Sissika, comme le disait Anouchka, qui lui semble mener la belle vie. D'ailleurs, à l'époque, il m'avait envoyé son avocat Tom Michel qui m'avait DM sur Instagram. Je me suis dit, ok, maintenant les avocats envoient des messages sur Insta. Bon, je sais pas trop quoi dire. Bref, parlons de Xavier Dupont de Ligonnès. On en a parlé il y a 2-3 jours. Un proche relancer un petit peu la théorie selon laquelle il était vivant. Et là maintenant, c'est Gilles Gallou, ancien enquêteur sur l'affaire, qui a découvert de nouveaux éléments. Chargé de la traque numérique, il y a 15 ans, cet ancien policier était chargé de la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès. Aujourd'hui, il a une certitude, l'homme aurait fui aux États-Unis. Le gars, il a un plan, il sait où il va, il veut repartir à zéro. Pendant 2 ans, ce policier à la retraite s'est replongé dans le dossier. Il dit avoir découvert de nouveaux éléments. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2011, quelques jours avant les assassinats de sa femme et de ses 4 enfants, dont il est le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès aurait loué une chambre d'hôtel à Saint-Nazaire et coupé son téléphone pendant 11 heures. Il rentre à Nantes, et là, pour la première fois dans toute l'histoire de la chronologie de Ligonnès, il écrit à une personne « Ça y est, je pars aux États-Unis, j'attends une confirmation imminente ». C'est le même soir où il va rédiger la lettre de résiliation du bail de la maison. Donc vous imaginez, il y a les enfants qui dorment à l'étage, sa femme qui est à l'étage, lui il est dans la cave, et il est en train de résilier le bail alors qu'ils ne sont pas encore morts. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un à Saint-Nazaire qui lui a fourni un moyen, de l'argent ou un passeport ou je ne sais quoi, mais en tout cas il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il a décidé de passer à l'acte ce week-end-là. Le 15 avril 2001, Xavier Dupont de Ligonnès est ensuite vu dans le Var à Roquebrune-sur-Argence. Voici la dernière image connue de lui, captée par une caméra de vidéosurveillance. Mais Gilles Gallou dit avoir retrouvé sa trace une semaine plus tard. 4 personnes l'auraient vu vivant, notamment près de cet hôtel, le 21 avril. Parmi ces témoins présumés, une loueuse de voiture. Et elle m'explique qu'il s'est présenté dans son agence de location de voiture, il voulait louer une voiture, une petite voiture. Mais il refusait de payer par carte bleue, il voulait payer en espèces. Selon lui, Xavier Dupont de Ligonnès aurait tout planifié et se préparait à s'envoler pour New York avec de faux documents. Je découvre que Xavier volait toujours de Nice à New York. Quel est le meilleur endroit pour s'enfuir, si ce n'est un aéroport qu'on connaît bien et une ligne qu'on connaît bien? Une intuition qu'il reste encore à prouver. L'ancien policier compte bien poursuivre son enquête, cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale où hier, je vous ai sorti la 2e partie sur Jeffrey Epstein. Allez lui donner un petit coup de boost. Elle en a besoin. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.